souci. Là. Bonsoir. J'ai un souci, la technique. Je ne sais pas si on va aller au bout de cette vidéo. Bonsoir. Bienvenue au vendredi de la culture. Et nous commençons ce direct avec une chanteuse malienne, une cantatrice. Il faut que je vous parle un peu d'elle. Elle s'appelle Fati Kouyaté. Elle est la fille d'une griotte connue au Mali qui s'appelle Tata Bongou. Et elle chante Chimaya. Chimaya, c'est la longévité en Bambara. Elle chante Chimaya parce que c'est parti de son histoire personnelle. Sa mère, qui est connue au Mali, est tombée malade et des gens ont annoncé sa mort. Et donc sa fille, Fati Kouyaté, elle a vu la méchanceté des gens. Et donc, elle a décidé de chanter ça pour dire que c'est Dieu qui donne la longévité. Chimaya, c'est la longévité. Et que c'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui a nos vies en main. J'ai voulu commencer par cette cantatrice et par cette chanson pour saluer tous nos frères et sœurs musulmans qui ont commencé le mois du Ramadan. On va continuer. Je vous salue aussi, Sylvain de Beaubonsoir. Falon Véron, mais je veux qu'on écoute un peu parce qu'elle a une voix magnifique. C'est Dieu qui donne la notoriété, mais Dieu peut te donner la notoriété et tu peux ne pas avoir la longévité. C'est Dieu qui fait tout. Gazekagnon Yotenyon, bonsoir. Olivier Nyawa, tu es là. Le boyer est là. Merci. Falon Véron, bonsoir. J'ai un petit souci technique, moi, c'est ça. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous entendez surtout la musique, la chanson? Ah, bien, Michael Madou, ça va? Nina et Yvette épouse Niapa, ça va? Bien, Michael Madou, merci pour tout. Dieu te bénisse. Dieu bénisse aussi Rebecca Madou. Merci, Angelo Delille, bonsoir. On est cette voix-là. Elle s'appelle Fati Kouyaté. Elle chante Chimaya. Chimaya, c'est la longévité, je vous ai expliqué. Dans quelles circonstances? Léa Ngouma, bonsoir. Merci Olivier. Binette Kamagaté, bonsoir. Dieu ne donne pas tout. Tout appartient à Dieu. Lydia Vira, bonsoir. De Nabab dans l'Argentier. Daïs l'Argentier, pardon. Et elle dit merci à leurs bienfaiteurs, ceux qui les ont aidés, elle et sa mère, sa famille, dans cette période. Claude Mo, Balo Fadoroma. Merci Lydia.
qu'est-ce qu'elle chante bien. Mais moi, si je m'écoute là, je vais rester là. On va pas parler d'autre chose, je vais l'écouter tout le temps. Donc, bonsoir, je voulais vraiment commencer par ce chant, cette chanson de cette cantatrice, jeune cantatrice. Bonsoir tout le monde, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Athalie Simon Orso, Fallon Véron, bonsoir. Et je voulais commencer vraiment pour dire aussi bon mois de carême à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire et de... Oui, c'est chanté en Bambara, Angelo de Lille. Elle s'appelle Fati Kouyaté et la chanson s'appelle Shimaya. Ça veut dire longévité parce que sa mère était malade, je répète encore. Et des gens ont fait courir des rumeurs comme quoi elle était décédée. Et donc elle chante, elle dit que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la longévité. Et puis c'est Dieu peut te donner la notoriété, puis tu n'as pas autre chose, tu n'as pas la longévité non plus. Donc, voilà quoi. Et elle bénit tous leurs bienfaiteurs, tous les gens qui les ont soutenus dans cette période triste. Donc, c'est ça. Parce qu'on est griot, hein, on ne devient pas griot. Elle est griotte, fille de griotte. Donc, voilà quoi. Les détracteurs qui avaient annoncé la mort de sa mère, c'est à eux là qu'elle répond. Mais en même temps, elle parle de Dieu. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer ce direct et de dire bon Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde. Nous espérons que, en tout cas, nous prions que vos prières montent à Dieu pour la guérison de notre nation. Et nous espérons aussi la libération de tous les prisonniers. Franchement, il n'y a aucune raison pour qu'ils soient encore en prison. Donc, ceux qui peuvent toucher qui il faut, vraiment qu'ils le fassent. Merci, Athalie Simone. Oui, je fais, oui, mais foulard là, mon cher. Et puis, je voulais aussi en profiter pour saluer tous les malades de toute maladie, que ce soit du Covid, d'autres maladies. Il y a tellement de maladies en ce moment, il y a tellement de gens aussi qui partent. Vraiment, apporter tout mon soutien. Voilà. Ce soir, nous allons parler de la transmission. La transmission de la culture, de l'identité. C'est ça qui pérennise un peuple. On va commencer tout de suite. Claire Bali, bonsoir. Dieu Jésus, bonsoir. Je vais dire bonsoir quand je mets la musique. Edwige Zadi, merci, bonsoir. Et donc, je disais que la transmission par la culture, c'est ça qui... merci, Fallon Véron. C'est la culture, c'est la transmission par la culture qui pérennise un peuple. Fofana Aboubakar Sidik, tu es là, bonsoir. Et dans nos pays, l'éducation des enfants est en général l'affaire de toute la famille. Donc les tantes, les oncles, les grands-pères, les grands-mères et même les voisins et même les voisins s'impliquent dans l'éducation des enfants. Et donc la transmission est ainsi assurée. Qu'est-ce qu'on laisse en héritage aux enfants, aux jeunes? Merci Edwige Zavdi. Nicole Williams, bestie, ça va? Ouh là là, bonsoir, tout le monde est là, c'est bien. Et donc, l'éducation est ainsi transmise, les valeurs, la culture, tout cela est transmis par l'éducation et la transmission est donc assurée. Mais lorsqu'on part loin de nos pays, c'est-à-dire que je vais parler par exemple des gens qui sont en Europe. Ils partent en Europe, ils viennent en Europe, aux États-Unis ou en tout cas dans des pays occidentaux et les choses sont différentes. Les enfants naissent en Occident ou alors ils y arrivent très jeunes, ils vivent, ils grandissent avec la culture occidentale et à cause de la vie intrépide, à cause du travail, ce qu'on appelle le jossi, le froid, les difficultés, la solitude des parents et tout, qui doivent s'occuper seuls de leurs enfants alors qu'en Afrique, il y a toute la famille qui le fait. À cause de tout ça, quelquefois, les enfants, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur culture. Tout ça fait que les enfants de Beng, comme on les appelle, sont dans l'ignorance totale de leur culture d'origine, la culture de leurs parents. Et dans ces conditions, comment est-ce que la transmission peut-elle se faire? Hein, Kwame Georges, bonsoir. Alors, on a vu que dans une précédente émission, dans un précédent direct, pardon, je vous avais parlé de la langue.
Et j'avais dit que la langue est le moyen qui permet le mieux de véhiculer une culture orale, qu'elle soit orale ou écrite. Et donc, ce direct-là datait du 12 mars dernier, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais expliqué comment, par exemple, la culture française s'était développée dans toute l'Europe au XVIIIe siècle parce que le français était parlé dans plusieurs cours princières européennes. C'était un signe de bonne éducation, c'était un signe de grande éducation. D'ailleurs, on a vu dernièrement le prince Philippe d'Édimbourg, le mari de l'époux de la reine Élisabeth II d'Angleterre, qui est décédé, on a vu que c'est quelqu'un qui parlait français, mais parfaitement. La reine d'Angleterre parle français parfaitement. Dans toutes les cours royales en France, on parle français parfaitement. Et ça permet de transmettre, ce qui fait que la culture française, elle se retrouve dans plusieurs pays comme ça, surtout dans les pays où il y a la royauté, où il y a les royaumes. Et cette prééminence du français n'est pas venue comme ça. Elle avait été préparée par le roi François Ier au XVIe siècle en établissant le français comme langue officielle, c'est-à-dire comme langue de l'administration et du droit. Et puis, au XVIIe siècle, de grands écrivains ont donné au français classique ses lettres de noblesse. Et puis Richelieu, vous connaissez Richelieu, en tout cas, vous connaissez Gina Sacré, bonsoir. Richelieu, c'est lui qui a fondé l'Académie française en 1635 pour soutenir la langue parlée et officielle et contrôler son bon usage. Et donc, je vous avais dit aussi que l'arabe, qui est largement parlé dans le monde musulman, a aussi véhiculé une brillante civilisation entre le 8e et le 15e siècle. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la langue, qu'elle soit écrite ou orale, joue un rôle essentiel dans la connaissance sociale, la pensée au sens commun partagé par les membres d'un même ensemble social ou culturel. La langue est donc le moyen par lequel une culture se pérennise. C'est le premier canal de transmission d'une culture, c'est la langue. Cathy Keller, bonsoir. C'est la langue. C'est pourquoi la première transmission, la plus importante, celle qui est essentielle, se fait toujours par la langue. C'est hyper important. Alors, on parle par exemple de langue maternelle. Quand vous allez, on vous dit quelle est votre langue maternelle à l'école. On demande aux enfants quelle est votre langue maternelle. Mais l'expression langue maternelle est apparue au XIe siècle. Au XIe ou au XIIe siècle, on ne se situe pas bien. Dans les sermons des moines de l'abbaye germanique de Goz. La langue maternelle fait référence à la langue de la mère. Elle est la première langue qu'un enfant apprend. C'est-à-dire que c'est la langue que la maman parle à son enfant. Si un enfant est éduqué par des parents ou des personnes qui parlent des langues différentes, eh bien cet enfant, il va acquérir ces langues simultanément et ce sera du bilinguisme parental parce que en Belgique, par exemple, les scientifiques ont dit que un enfant en bas âge, il peut apprendre 4 langues simultanément. En Belgique, par exemple, les enfants, à l'école primaire déjà, ils apprennent à la fois le français et le néerlandais parce que ce sont les deux langues de Belgique, donc il faut les maîtriser. En plus, ils apprennent l'anglais, ils y ajoutent comme 4e langue, soit l'allemand, soit l'espagnol. Et ils apprennent 4 langues en même temps. Et les études ont démontré que un enfant en bas âge, il peut parfaitement parler, apprendre 4 langues simultanément et sans problème. Alors cet usage peut être critiqué puisque les termes de langue natale ou langue parentale sont aussi utilisés pour que la langue maternelle soit distinguée de la langue paternelle qui fait référence à la langue du père. Mais la langue maternelle, ce qu'on retient, c'est que c'est la langue que la maman utilise pour parler à son enfant tout de suite. Alors, il y a l'acquisition de la langue. Comment est-ce qu'on acquiert la langue? Comment est-ce qu'un enfant acquiert la langue maternelle? L'acquisition de la langue se fait en plusieurs phases. D'abord, l'enfant enregistre les intonations de la langue. Quand on lui parle, il ne comprend pas, il ne sait pas, mais il enregistre d'abord les intonations.
Ensuite, il commence à produire des sons et des intonations lui-même. Donc, il va entendre sa maman parler. Ah, bébé, mon bébé, que tu es beau. Il comprend pas. Hein? Marie-Pierre Bassou, comment ça va? Il comprend pas. Mais il va enregistrer les intonations de la langue. Si sa maman est gaie, si elle est fâchée, si elle est rieuse, si elle se plaint, il va enregistrer ces intonations-là. D'abord, ça c'est la première phase. Ensuite, plus tard, il va commencer à reproduire des sons et des intonations. C'est-à-dire que quand votre enfant, vous êtes les plus... Ah, il a commencé à parler, il fait ma. Il a dit maman, il n'a pas encore dit maman, il n'a pas encore dit papa, mais il produit des sons. Et ça, c'est important. Et puis enfin, il va articuler les mots. Il va commencer à organiser ses phrases en assimilant le lexique. Il va dire papa, maman. Donc, l'acquisition de la langue, elle se fait comme ça. La syntaxe et la grammaire de la langue sont intégrées tout au long du processus d'apprentissage. Vous voyez que la langue est vraiment le premier canal de transmission de la culture. Si la maman parle à son enfant, si elle lui parle son ethnie, mais c'est ça qu'il va enregistrer. Et quand il va commencer à parler, c'est l'ethnie qu'on lui a, de sa maman, de ses parents en tout cas, qu'il va parler. Mais s'il est tout petit, qu'à la maison vous commencez à lui parler français, à quel moment il va parler Bété, Baoulé, Djoula, Ni, Wobé, tout ça là, toutes ces langues là, à quel moment? C'est pas possible. Donc, il est important de parler à nos enfants, même quand ils sont bébés, même quand vous êtes, il n'est pas encore né, il est dans le ventre, vous pouvez déjà commencer à lui parler. Vous pouvez commencer à lui parler en caressant votre langue, votre ventre, pardon. L'enfant, il sent ça. L'enfant, il ressent cela. Nicole Williams, il dit maman, l'enfant dit maman en premier lieu avant le mot papa. Mais oui, mais ça dépend de qui est avec, qui s'en occupe au quotidien. Voilà. Mais il y a des enfants, hein. La maman s'en occupe et puis le premier mot qui sort, c'est papa, hein. Vous savez? Donc, voilà quoi. Il est important, la langue est importante. Nous devons apprendre à parler les langues à nos enfants, nos langues à nos enfants. Parce que quand tu réfléchis bien dans ta langue, alors quand tu parles une autre langue, tu es plus aisé, c'est plus aisé. Voilà. On va faire une petite pause et puis comme ça, je vais pouvoir vous saluer un peu parce que je ne l'ai pas bien fait. On va écouter Aïcha Kone. Aïcha Kone, elle chante Kanawa. Elle chante, elle dit que, elle chante la guerre au Libéria, partout, et il faut éviter cela. Quand je dis qu'il faut prier pour notre pays, pour guérir notre nation, c'est pour éviter tout ça. Quand elle chantait ça, la Côte d'Ivoire n'avait pas connu la guerre, mais la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Donc on sait ce que c'est. Voilà. Edwige Zadi, bonsoir, encore. Ce soir, on va être dans les musiques mondaines. Mignon Soka, bonsoir. Fabien Guillaume Nyonier, oui, mettez les cœurs et puis partagez-le, s'il vous plaît. Angelo de Lille, oui, c'est vrai. Léonie Dion, bonsoir. Nguessan, ah, c'est passé. Gazekagnon Yodegnon, Gina Sacré. Vous êtes au vendredi de la culture. Ici, nous parlons culture. Voilà. C'est le rendez-vous hebdomadaire de la culture.
Dorothée Adjo Yalo, Zama Sylvie, bonsoir. Yeah, c'est Aïcha Kone qui nous chante Kanawa. Marie Adou, bonsoir. Elle dit que la guerre n'est pas bien et il faut vraiment tout faire pour ne pas que ça arrive. Quand elle chantait cette chanson, je crois que la Côte d'Ivoire n'avait pas encore connu la guerre, mais depuis, on a tout connu. Donc maintenant qu'on a tout connu, il s'agit de revenir à des choses plus normales, à une vie plus normale. Voilà, Ngesanina Kwadio. Il est là, ton patron. Il est là. Donc, voilà. Voilà. Alors, quelle est la situation de nos enfants en Occident? Parce que je dis en Occident parce que en Afrique, quand même, les parents sont encore là, les tantes, même les nounous à la maison, elles apprennent, au moins l'enfant peut apprendre la langue de la nounou. Voilà, donc on a toujours les tantes, les oncles, les grands-parents, les voisins, les nounous. Donc l'enfant, il entend quand même nos langues. Mais il faut faire un effort parce qu'il y a des familles où les parents ne parlent qu'en français à leurs enfants. Et j'insiste, la langue, c'est le premier moyen de transmission de la culture. C'est par la langue. Falon Véron, bonsoir encore. C'est par la langue. Donc, partagez. Béni de Dieu, Ange, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Pati Fato, bonsoir. Edwige Zadi, je ne vous avais pas salué, donc je vais peut-être prendre 2 minutes pour ça. Bonsoir en tout cas, ceux qui arrivent, ceux qui restent, voilà. Alors, en Occident, à Beng, la situation de la connaissance de la langue maternelle n'est pas la même pour tous les enfants. Par exemple, quand vous allez dans les cités, c'est-à-dire, on appelle cités, les quartiers où habitent, par exemple, il y a plein de HLM, il y a des populations qui viennent d'ailleurs, qui vivent là. Donc, ce sont les cités. En Occident, dans les cités, les enfants arabes, ils parlent l'arabe à la maison avant le français. Ils apprennent l'arabe, ils apprennent leur langue, qui est l'arabe, à la maison avant le français ou l'anglais ou l'allemand ou le néerlandais ou n'importe quelle autre langue. Ils apprennent. Donc un enfant arabe, il comprend l'arabe. Ce qui est différent de nos enfants à nous. Francesca Boui Hachi. Non, ça va? Merci, Aya Daniel. Voilà, donc les enfants arabes, ils apprennent l'arabe. Donc ils parlent l'arabe. Ça, c'est important. Ils parlent l'arabe. Et leur façon de parler influence même la langue, par exemple, française. Quand on dit « je vais au bled », le bled, c'est un mot arabe, le bled. C'est un mot arabe. On dit « je vais au bled ». Ou bien, voilà, il y a des mots comme ça qui viennent dans la langue française parce que eux ils parlent leur langue. Quand on prend les petits Maliens, par exemple, les petits Maliens, ben, ils parlent le bambara. Ils parlent le bambara à la maison avant de parler le français ou l'anglais dehors à l'école et tout ça. À la maison, leurs parents leur parlent bambara. Nous, les Ivoiriens, c'est pas ça. Les Sénégalais aussi. Les petits Sénégalais, ils parlent Wolof à la maison. Est-ce que c'est parce que dans ces 3 cas, ils ont une langue nationale? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que nous, on a plusieurs ethnies? Je ne sais pas. Mais le fait est que vous ayez plusieurs ethnies ou pas, chez vous à la maison, il faut apprendre à vos enfants votre langue. Si vous êtes baoulé, eh bien, votre enfant, vous lui parlez baoulé. Vous ne lui parlez pas français. Donc, les petits Maliens et les petits Arabes et les petits Sénégalais, ils maîtrisent, ils parlent leur langue avant de parler le français ou toute autre langue, anglais, allemand, peu importe. Si on va à Londres, par exemple, les petits Indiens, ils parlent hindou chez eux avant d'apprendre l'anglais. Donc, parce que tu ne peux pas être à l'aise si dans une autre culture, ou même pour échanger, si tu ne parles pas ta langue, au moins le minimum, on ne dit pas d'être un grand, je sais pas, mais au moins que tu puisses t'exprimer dans ton ethnie, que tu puisses comprendre ce qu'on dit.
C'est pareil pour l'habillement. L'habillement, par exemple, nous, en Côte d'Ivoire, on aime bien les vêtements occidentaux, voilà. Et quand on porte des vêtements, beaucoup d'Africains font ça. Quand ils portent des vêtements africains, c'est à des occasions. Donc, ce qui fait que ça devient du folklore. Puisque vous ne portez pas ça habituellement. Donc, quand vous portez, ça devient quelque chose qui est folklorique. Parce que vous ne le portez pas. Alors que, quand on prend par exemple le Burkina Faso, les Burkinabés, qu'ils soient au Burkina, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient partout, ils portent le faso d'Anfani, leur pain tissé, ils le portent. Ils le portent. Donc, voilà, nous, on doit beaucoup faire attention à tout ça. C'est vraiment, je voulais juste, c'est un direct qui m'est venu, un thème comme ça, j'avais envie d'en parler. C'est pareil pour la nourriture. La nourriture, les enfants en Occident, on ne leur donne même plus nos sauces, nos foutous, nos atchékés, les alocos, tout ça. La aloco encore, bon. Et ils mangent des pâtes, ils mangent les McDo, ils mangent, moi je vois ça avec plein junior, hein. Ils mangent les McDo, les kebabs, les tacos. Voilà ce qu'ils aiment manger. Voilà ce qu'ils aiment manger. Alors que, Mathias Guazo, maestro, alors qu'on a nos plats. Il y a des plats, ou alors quand ils mangent une sauce, c'est la sauce arachide, parce que ça fait penser à la ticadine, ça fait penser à la pâte au beurre de cacahuète, des choses qu'ils appellent ça beurre de cacahuète, par exemple, c'est ceux qui sont du côté des États-Unis. Donc, il faut aussi, là aussi, apprendre nos goûts, nos plats à nos enfants. Et je veux saluer ici une sœur, Viviane Dakouri, elle, ses enfants, depuis qu'ils étaient tout petits, bénédiction Léry, bonsoir, depuis qu'ils étaient tout petits, elle les emmenait en vacances en Côte d'Ivoire. Tout petits, hein, tout jeunes, en vacances en Côte d'Ivoire. Donc, ils arrivaient en Côte d'Ivoire, ils restaient peut-être une semaine à Abidjan. Et puis, tout le reste des vacances au village. Alors, au village, ils allaient au champ, ils mangeaient les plats qu'on leur faisait. Et ils aiment ça. Ils ont appris ce goût-là. Donc, ils aiment ça. Ils réclament. Là, elle me disait aujourd'hui, oui, mes enfants veulent partir, là, ils sont grands maintenant. Ils veulent partir en vacances en Côte d'Ivoire. Ils ont envie d'aller visiter le pont de Liane, aller au nord, aller partout. Mais parce qu'elle leur a appris. Elle leur a appris. Voilà. Ah, mais si le Djoula est fier de parler, le Djoula, c'est bien. Ça, au moins, c'est, voilà, c'est bien. Il faut que les enfants parlent la langue de leurs parents. Il faut que les enfants parlent la langue maternelle, c'est-à-dire que la langue que leur mère leur apprend. Donc ça, c'est la responsabilité aussi de la mère, plus que du père, parce que la mère est plus souvent avec les enfants. Donc c'est aussi sa responsabilité, la responsabilité des mamans d'apprendre. Oui, Viviane Dakouri, vraiment félicitations. Hein. Ses enfants, elle les a éduqués comme ça. Aller en Côte d'Ivoire, une semaine à Abidjan, tout le reste du temps au village, avec les grands-parents. Elle dit, oui, voilà ce que j'aimais. Moi, quand j'étais ici, je suis née à Abidjan, mais je venais, voilà, j'allais au champ et tout. Et ses enfants, ils aiment. C'est vrai, c'est vrai. Ils aiment. Du coup, c'est leur, voilà, c'est leur culture, quoi. Il ne faut pas renier sa culture. Voilà, ça, c'est pour la nourriture. Quand on parle, par exemple, du respect. Ici, on a des enfants, ils voient une grande personne et puis ils l'appellent par son nom. Hein? Eh oui, Monsieur Seri, Monsieur Conan, Monsieur Touré. Mais non, il faut dire tonton ou tata. Quand un enfant, tu vois un adulte là, d'ailleurs, tu dis, ta maman ou tes parents disent, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est tout. Ils vont te demander, ah ben non, bon, c'est l'enfant de Mémé, de Pépé. Il faut arrêter ça. Il dit non, en Afrique là, c'est pas comme ça. Ma crise au quasi, bonsoir. En Afrique là, c'est pas comme ça. Chez nous là, on est frères, on est sœurs. Donc, quand toi tu vois les personnes, les adultes, tu dis tonton, tu dis tata, et puis c'est tout. En Occident, par exemple, chez les Blancs, oui, on n'a pas de langue nationale en Côte d'Ivoire, d'accord. Mais chacun a son ethnie. À tes enfants, tu apprends ton ethnie au moins. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on attend d'avoir une langue nationale, je ne sais pas. Hein, Kaloua,
ton fils réclame du placali. Voilà, c'est à la sauce. Voilà, tous les jours. Mais c'est ça, il faut, oui, oui. Et les enfants, ils appellent les adultes par leur nom. On dit, mais c'est tata et c'est tonton. Ben non, t'es pas ma tata, ben t'es pas mon tonton. Mais non, t'es pas... Non, mais attends, tu l'as giflé un coup, il va se redresser. Hein? En Occident aussi, quand un adulte parle à un enfant, mais c'est leur culture. Il faut que l'enfant le regarde dans les yeux. Ton papa te parle et puis tu le regardes. Moi, non, attends. Nous là, tu regardes ton papa ou ta maman dans les mains, va te botter. Donc, nous, on baisse le regard. Mais il faut apprendre ça. Il faut apprendre ça. Hein? Michel Zaïbo, bonsoir. Il faut apprendre ça à nos enfants. C'est vraiment important. Moi, ce soir, j'ai effleuré comme ça, je pense. Mais moi, je vous laisse. Si vous voulez qu'on continue ce thème, envoyez-moi des propositions, une box. Et puis, on peut développer. Parce que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est... Voilà, il faut que vraiment oui, va t'engager, Nicole Williams Bestie. Il faut vraiment que... Parce que c'est ça la culture. C'est tout ça qui fait la culture. On ne peut pas s'oublier comme ça dans tout. On ne peut pas, Claude Barthélemy Lago, bonsoir, merci. On ne peut pas s'oublier. On ne peut pas dire, oui, on est moderne. Donc, être moderne, c'est se laisser allier. On parle d'aliénation. Après, on dit, les gens sont venus, nous, voilà, c'est l'impérialisme, ils nous colonisent. Mais c'est toi-même, tu fais ton auto-colonisation de tes enfants. C'est toi qui colonises tes enfants, finalement. Donc, il faut apprendre la langue, parce que c'est le premier moyen de transmission. La transmission de la culture, c'est important. Donc, c'est le premier moyen de transmission de la culture. Il faut apprendre les plats, les Julien Zézé, bonsoir. Il faut apprendre la cuisine, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi on mange telle chose, pourquoi on ne mange pas telle chose, comment ça se mange. Tu ne vas pas laisser ton enfant se servir du foutou, mettre du riz dessus, et puis il mélange les deux et il mange. Non, ça c'est excusez-moi, mais c'est n'importe quoi. Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit et éduquer nos enfants pour que notre culture ne disparaisse pas. Oui, Marie Adou, les Africains, ils aiment copier. Nous là, surtout les Ivoiriens. Pas tous les Africains, hein. Les Ivoiriens surtout, on aime copier tout ce qui vient de l'Occident. Or, ça fait qu'on s'oublie. Et nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à des choses. Sinon, d'ici une centaine d'années, eh ben, on aura disparu. Hein. On sera comme un quartier de Paris. Voilà, on aura disparu. Alfred Goré, bonsoir. Merci beaucoup. Zama Sylvie, Julien Zézé, bonsoir. Voilà, donc c'est ça que je voulais traiter ce soir. Nous allons continuer ce thème-là. Si vous le voulez, que vous faites des propositions, ça vous intéresse, on pourra continuer. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu au cinéma. Il y a longtemps. Je ne sais pas si le cinéma vous a manqué, mais moi, le cinéma m'a manqué. Et donc, je voulais qu'on revienne un peu au cinéma. Voilà, voilà, il appelle ses enfants par les prénoms BT. Ça, c'est bien. Il faut leur apprendre quelques mots. Il faut qu'ils parlent un peu. Ils ne vont pas être de grands. Voilà, ils ne vont pas vraiment s'exprimer, faire de grands discours. Voilà. Mais il faut... oui, vous mangez... Marie, ah bon, Marie, ah bon. Pourquoi ton mari est blanc? Marie Adou, il mange foutou. Ah, mais c'est bien, c'est ça aussi, c'est bien, un peu de colonie dans l'autre sens, colonisation dans l'autre sens, c'est pas mauvais. Ce soir, j'ai envie de vous parler d'un acteur, Clint Eastwood. De son vrai nom, Clint Eastwood Jr., il est né le 31 mai 1930 à San Francisco, en Californie. Ça veut dire qu'il a aujourd'hui 91 ans. Clint Eastwood occupe une place de choix parmi les acteurs adulés par les cinéphiles du monde entier et il bénéficie d'une image forte d'homme intègre et simple dont l'œuvre cinématographique et musicale suscite vraiment l'engouement de toutes les générations. En 1944, il a 15 ans quand il fait ses débuts au théâtre dans son lycée. Il joue du piano en même temps, hein, il apprend le piano, donc il joue du piano et il envisage de se spécialiser en musique. Lorsqu'il est appelé par l'armée en 1951 pour la guerre de Corée, il va donc à l'armée. C'est ton acteur préféré, Bestie? Ah, d'accord.
À la fin de son service, nous sommes en 1953 et il se marie avec Maggie Johnson, qui était actrice aussi. 1958, Clint Eastwood décroche un rôle à la télévision pour 7 ans. Le rôle du cowboy Rowdy Yates dans la série Rawhide. Ça lui permet de manger. Et bien, un contrat qui dure 7 ans pour un acteur qui commence, qui débute, et qui n'est pas une star, il mange. En 1964, c'est une année décisive parce qu'il décroche le rôle principal du western pour une poignée de dollars de Sergio Leone. Sergio Leone, à ce moment-là, est un jeune réalisateur italien inconnu. Et c'est son premier western. Et Eastwood décroche le rôle principal. 1965, il remet ça avec, pour quelques dollars de plus, du même Sergio Leone. C'est l'histoire de 2 chasseurs de primes sur les traces d'un tueur mexicain sadique. 1966, parce que c'est une trilogie, c'est-à-dire que c'est trois films. 66, il tourne le dernier de la trilogie qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand. C'est un grand classique du western et il joue avec Lee Van Cleef et Eli Wallach. C'est un film, un authentique film culte. Le Bon, la Brute et le Truand, il faut le voir, il faut le revoir si vous l'avez déjà vu. Et il est soutenu par l'inoubliable musique de Ennio Morricone, récompensé aux Oscars pour ce travail magnifique. Clint Eastwood est devenu une star internationale à présent. Et là, il crée en 1968 sa propre société de production qui s'appelle Malpaso, ça veut dire mauvais pas. Et en 1971, il réalise pour la première fois Un frisson dans la nuit. Mais la même année, il joue dans Inspecteur Harry qui sort en 1971. C'est un flic qui a des méthodes un peu expéditives. Je pense que vous connaissez la série Inspecteur Harry. C'est un immense succès qui assoit sa notoriété et qui le propulse au panthéon hollywoodien. Il est reconnu, il est reconnu. Mais à l'origine, c'est Frank Sinatra qui avait été choisi pour le rôle de inspecteur, pour jouer l'inspecteur Harry. Mais Frank Sinatra, il s'est blessé. Et donc, on l'a remplacé au pied levé par Clint Eastwood. Oui, je crois que tout le monde a vu ça, hein, inspecteur Harry, hein, c'est bien. 1982, changement dans la carrière de Clint Eastwood. Valentine Cour, bonsoir. Changement dans sa carrière, c'est un tournant décisif 1982 parce qu'il joue Honky Tonk Man. Eastwood devient réalisateur et il abandonne petit à petit son rôle d'acteur. Il s'implique de plus en plus dans la réalisation. En 1983, il devient même le maire d'une petite ville à côté de San Francisco, une ville que j'ai visitée quand je suis allée étudier à Santa Cruz. La ville s'appelle Carmel. C'est une petite ville vraiment jolie, belle petite ville. Vraiment belle petite ville, quoi. C'est une ville de droite. Eastwood, il est de droite. Il était tombé amoureux de cette ville dans les années 50 pendant son service militaire. Et donc après, il vient et puis il devient le maire de cette ville. Christiane Maé, bonsoir. Oui, Le Bon, la Brute, le Truand. Tu as aimé ma petite soeur Athalie Simon Orso, oui. David Abigail, oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Ça, ce sont des... Eastwood, il a fait des films magnifiques. Et donc, il devient le maire de cette ville-là. Et puis, il monte encore en grade. Parce que c'est ça la vie d'un acteur. Tu es acteur, tu deviens réalisateur ou tu deviens producteur. Et c'est ça, le cheminement normal. Eastwood, il a réalisé des films avant. Il est devenu maire de Carmel. Et puis, il monte en grade. Il réalise Bird. Il faut aller voir. Il faut voir Bird. Si vous n'avez pas vu Bird, il faut voir Bird, qui veut dire oiseau. C'est sur la vie du jazzman Charlie Parker. Eastwood est un grand fan de Charlie Parker. Depuis 1945, il suit la carrière du jazzman et il réalise un film sur sa vie. Dans le rôle de Charlie Parker, il prend Forest Whitaker, qui est un acteur oscarisé, vous le connaissez, il a joué dans Le Dernier Roi d'Écosse, voilà, et il a été oscarisé, il a eu un prix. Donc,
il réalise Bird. Eastwood reçoit pour ce film le Golden Globe du meilleur réalisateur. Et là, il est installé. Les années 90, la décennie 90 est faste. C'est une décennie riche pour lui. Il réalise Chasseur blanc, cœur noir. Il réalise Impitoyable. Si vous n'avez pas vu, il faut voir ça. Impitoyable, qui a eu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Vous vous rendez compte? Il réalise ça. Et ou encore, il réalise je sais pas, pour moi, c'est un des meilleurs films au monde, Sur la route de Madison. Sur la route de Madison, c'est un film sentimental. Il joue avec moi, l'actrice qui est pour moi l'actrice, l'idole, vraiment de tous les temps. C'est Meryl Streep. Avec elle, il joue Sur la route de Madison. Et là, il atteint la perfection. C'est-à-dire que le moindre plan, le moindre mouvement de caméra donne à cette histoire une puissance émotionnelle soutenue par la performance exceptionnelle des acteurs, surtout Meryl Streep. Le résultat est un chef-d'œuvre. Meryl Streep, de toutes les façons, chaque fois qu'elle joue dans un film, elle mérite un Oscar. Elle est incroyable, cette femme. Et donc, Meryl Streep est inoubliable dans le rôle d'une femme de fermier. C'est l'histoire d'une femme qui est mariée à un fermier et puis un jour, son mari n'est pas là, mais il y a quelqu'un, un photographe qui passe par là et puis il s'arrête. Je ne sais pas, sa voiture en panne, mais il s'arrête. Et il passe, c'est un week-end qu'il passe là. Mais ils tombent amoureux tous les deux, c'est incroyable. Mais elle ne veut pas quitter son mari. Et donc mais il faut voir ce film. Moi, je peux pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Il faut voir ce film. Sur la route de Madison, aller dans une vidéothèque et puis il faut prendre la vidéo et puis vous allez regarder. Marie Loco, bonsoir. Chevaudan. Donc, vous allez voir le film. Voilà. Et donc, Meryl Streep, c'est une immense. Je ne sais même pas. Il faut voir sa carrière. Il faut. Mais avec ce film, Clint Eastwood s'impose comme un cinéaste majeur. Nous allons continuer, mais je vais mettre un peu de musique parce qu'il faut qu'on respire. On doit respirer et je vais vous passer un artiste, un chanteur du Mali, encore. Il s'appelle Ziriki Mustapha Sidibé. Et il chante la chanson que je vais vous proposer maintenant. Elle s'appelle Fatimata Zahra. Qui est Fatimata Zahra? Fatimata Zahra, on va faire un peu d'histoire. Fatimata Zahra, ou bien on l'appelle Azahra, la resplendissante. Fatimata Zahra, donc, était la fille préférée du prophète Mahomet et de sa première épouse Khadija. Khadija, on prononce. Elle était née à la Mecque à une date incertaine, entre l'an 604 et l'an 615. Selon les sources, et elle est morte à Médine vers 632. Bon, attendez, je vais... Voilà. Vers 632. Fatima est l'un des personnages féminins les plus symboliques de la religion musulmane. C'est-à-dire qu'elle a été l'épouse de Ali qui était le 4e calife de l'islam, et donc le prénom Fatima est très répandu aussi dans le Maghreb pour ça. Le prénom est aussi présent au Portugal, où la Vierge Marie serait apparue à 3 enfants du village portugais de Fatima en 1917. Et donc, les dérivés de Fatima, c'est Fatim, c'est Fatimata, c'est Fatou, c'est Fatma, c'est, voilà, tout ça là, tous ces prénoms là sont des dérivés de Fatima, Fatima Zahra, la fille du prophète Mahomet. On va écouter ce qu'il chante. Il chante les éloges oh là là, j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, il chante les éloges de Fatima, la fille préférée du prophète Mahomet,
Attendez, je le cherche parce que je ne l'ai pas. Je pense que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Ziriki Mustafa Sidibé. Voilà, je ne l'ai pas coaché, je ne l'ai pas truc. Voilà, voilà Fatima, qu'on va jouer maintenant et je vais vous faire écouter ça. Il chante le vélo de cette fille préférée. Youssouf Koroma, bonsoir. Merci Balilou. Et il a une voix. Youssouf Koroma, Slobodan, Abmilosevic, Christian Maé, bonsoir. C'est Milky ou ML qui y allait. Bonsoir. Il s'appelle Ziriki Mustafa Sidibé et il chante Fatima Tazara, la fille préférée. Sepo Alain, bonsoir. La fille préférée du prophète Mahomet. Alex Crops. Et je souhaite bon Ramadan à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. Aïe, je joue la musique, je suis venu aider toi aussi. Bon mois de Ramadan. Suleiman Sissé, bonsoir. Abou Sissé, bonsoir. Marie Leto, Francesca. Parce qu'on a fait, on a eu le mois de carême chrétien, on a fêté Pâques, et là il y a le Ramadan, le mois de Ramadan. Je pense que nous devons tous prier. Yaya Karamoko, bonsoir. Clémence Boudéon, bonsoir. Voilà, c'était donc Ziriki Mustafa Sidibé qui nous chantait donc Fatima, la fille préférée du prophète Mahomet. Et nous allons continuer. Alors, en 1996, Clint Eastwood réalise Les Pleins Pouvoirs. Cette année est faste. Vraiment, on a dit que la décennie 90, là, c'était vraiment riche pour lui. Il réalise Les Pleins Pouvoirs, Minuit dans le jardin du bien et du mal. Il réalise aussi Jugé coupable et puis Impitoyable. Une réussite sur tous les plans. 2003, il fait mentir. Il y a des gens qui disent non, mais là, il est maintenant trop vieux, il ne pourra plus et tout. Non, il les fait mentir tous ces gens avec l'excellent film Mystic River qui est vu comme un chef-d'œuvre, qui consacre les acteurs Sean Penn et Tim Robbins aux Oscars cette année-là. Et puis, il sort Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, c'est un mélodrame qui se passe dans le milieu de la boxe sur les rapports humains. Là, public et critique font une véritable ovation. Je vous ai parlé des critiques la dernière fois. Donc, à la fois les critiques artistiques, cinématographiques et le public sont d'accord et font une ovation au film qui remporte 4 Oscars. L'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur,
l'Oscar de la meilleure actrice avec Hilary Swank, l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire pour Morgan Freeman. Il remporte 4 Oscars. 2005-2006, Clint Eastwood réalise Flags of Our Father, c'est-à-dire Mémoire de nos pères, et Lettres d'Iwo Jima, sur la bataille d'Iwo Jima en 1945, et qui a l'Oscar du meilleur montage montage son en 2007. Voilà la carrière de Eastwood et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que je vais vous parler d'un poème qui s'appelle Invictus. Invictus, c'est le titre latin d'un poème du poète britannique William Ernest Henley. Il est né en 1843 et il est décédé en 1903. En français, Invictus, ça veut dire invaincu, dont on ne triomphe pas. Celui qui est invincible, ça, Invictus. Et l'auteur, donc William Ernest Henley, il s'est inspiré de sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il a écrit ce poème en 1875 sur son lit d'hôpital. On venait de l'amputer de son pied. Il avait 25 ans. Il a survécu, il survivra à son opération et il vivra avec un seul pied jusqu'à l'âge de 53 ans. Et pour lui, ce poème qu'il a publié en 1888 était une démonstration de sa résistance à la douleur. Invictus, ce poème, était aussi le poème préféré de Nelson Mandela pendant les 27 ans d'incarcération. Pendant les 27 ans qu'il a passé en prière. Oui, bonne prière, Slobodan. Et donc, je vais vous lire un peu ce poème. Le poème dit « Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur, aussi étroit soit le chemin. Nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. C'est ça, Invictus. Et c'est ce poème-là qui a vraiment tenu compagnie à Nelson Mandela pendant ses années de prison, 27 ans. En 2009, Clint Eastwood s'inspire de ce poème et il réalise le film du même nom, Invictus. Un drame sportif, biographique sur la vie de Nelson Mandela. L'histoire est basée sur... Voilà, l'histoire est basée sur les événements en Afrique du Sud avant et pendant la Coupe du Monde de rugby de 1995. Là, on joue Morgan Freeman dans le rôle de Nelson Mandela et Matt Damon dans le rôle de François Pienaar, qui était capitaine de l'équipe sud-africaine de rugby, les Springboks, sortie américaine, immense succès. Voilà la carrière de Eastwood. Outre le talent qu'il met depuis plus d'un demi-siècle au service du 7e art, ce qui force le respect chez cet artiste, c'est la générosité, la pudeur et le professionnalisme avec lesquels il conduit tous ses projets cinématographiques. Clint Eastwood est père de 7 enfants, dont un garçon. Sa dernière épouse, depuis 1996, c'est une journaliste du nom de Dina Ruiz. On sait ce que le cinéma peut apporter à une nation, à une culture. On sait aussi que la situation du 7e art n'est pas reluisante dans notre pays. Mais même si le cinéma est inexistant en Côte d'Ivoire depuis des années, n'abandonnons pas nos rêves. Croyons que les choses bougeront forcément un jour, car le cinéma
est un puissant moyen pour ancrer notre culture dans nos habitudes de vie, dans l'éducation de nos enfants et d'assurer la transmission de nos valeurs. Le cinéma fait ça, l'art fait ça, la culture fait ça. C'est pour cela que moi, je ne me décourage pas et je crois très fortement que nous pouvons y arriver. On sait que le cinéma, les salles de cinéma sont fermées, les films de cinéma ne sont plus faits en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. On sait tout ça. Ruth Gollet, bonsoir, on sait tout cela. Mais moi, je refuse de me laisser décourager, de me laisser abattre et de me dire que partout dans le monde entier, le cinéma marche et que seulement dans notre pays, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas possible. Un jour, la situation va changer. Un jour, les gens vont prendre conscience, il y aura des gouvernants qui vont... Parce que le cinéma en Côte d'Ivoire, il a marché. Mais ça, c'était au temps d'Houphouët-Boigny, paix à son âme. Lui, il y avait la Société ivoirienne de cinéma. Moi, quand j'ai connu le cinéma, ça existait. Mais c'est Houphouët qui avait créé ça. C'est lui qui a permis qu'il y ait l'école l'INSAC, ex-INA. C'est lui qui a, en son temps, on avait le ballet national qui allait partout dans le monde entier qui se produisait. Donc, Houphouët-Boigny, il a vraiment misé sur la culture, sur le cinéma. Après lui, tous les chefs d'État qui sont venus, ils ont négligé la culture. Donc, l'état de la culture, ça ne va pas du tout. Vraiment, l'état de la culture est vraiment plus bas que terre. Voilà, le cinéma, c'est la vitrine. Le cinéma, c'est le 7e art. Il réunit tous les arts. Et si lui, il ne va pas, le reste ne va pas aller. Le reste des arts n'ira pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La transmission de nos valeurs, de notre culture, de notre identité à nos enfants, aux générations futures, ceux qui vont rester. Il faut vraiment que dans chaque famille, qu'on apprenne au moins les bases, c'est-à-dire la langue à nos enfants, qu'ils puissent parler au moins nos langues, qu'ils puissent manger, qu'ils connaissent nos nourritures, nos plats, qu'est-ce qu'on mange, comment on le fait, d'où ça vient. Tout ça est important. Vraiment, je voulais partager cela avec vous. Si vous avez envie qu'on continue ce thème-là, eh bien, il faut me joindre, il faut m'envoyer vos propositions inbox et puis nous allons continuer. Voilà. Nous allons nous séparer ici et puis je vais vous souhaiter un très bon week-end, excellent week-end, mais on va finir avec un autre chant. Aujourd'hui, c'est un spécial musique mandingue. Gisèle, bonsoir. C'est un spécial musique mandingue pour le Ramadan. Voilà. Et donc, Mawa Traoré. Francesca Aya. Et je salue tous les acteurs de Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont des rêves. Ouais, vous pouvez danser chez vous, hein. Merci, je danse, je ne vous vois pas. Je vous salue. Mille bonsoir. Marie Adou. Alex Trop. Oui, mais il faut envoyer. Sylvie Deschamps. Bonsoir. Il faut envoyer vos propositions si vous avez envie qu'on parle de certains thèmes. Il faut faire des propositions. Inbox, vous m'envoyez. Hey, Clémentine Bapoué, Clé, ça va? Tu es là, bonsoir. Nadège Tano, tu danses bien. Gazé Kanya Yodeyon.
Aïva. Tokos. Ah, Tata va marron. Aïe, toi aussi. On est nous deux. Voilà ma robe. Tokos et moi, on a la même. On peut s'aimer comme ça. C'est normal, un tel amour. Gisèle Brou. Christian Mae. Gadekanyo Yotenyo. Alice Trapp. Milky Yale. Clémentine Papoué. Yeah, clé. Ça va mieux. Je t'appelle tout à l'heure. Je ne savais pas que ça n'allait pas. Si t'as connu, bonsoir. Gina Sacré. Oui, on peut faire ça. On fait quoi? Avec ma tokos. Mon Dieu, on va emporter les mêmes habits. On peut s'aimer comme ça. On garde pour toi, pardon, on garde pour toi. Il y a ta robe ici aussi, pardon. Julien Zézé, bonsoir. Emma, ton nom est passé. Merci, Amina Badji. Merci, Amina Badji. Bon Ramadan, bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Mais il faut manger doucement. Et puis moi j'attends ma bouillie avec mes momies. Ça là seulement. Bouillie et momies là. Je ne laisse pas. Toili qui prête, Toili. Comment vas-tu? Bertine qui prête, bonsoir. Ouais, tu veux que je t'appelle tout à l'heure, après le direct. Mélède Delville. Bonsoir tout le monde. Bon week-end. Dieu vous garde. À vendredi prochain si Dieu le veut. Stone Blé de Metz. Nicole Williams, bestie, bonsoir. Allez, bon week-end. Ça me va.